matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Très heureuse de recevoir à la volée Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur notamment de ce livre Bloc populaire, une subversion électorale inachevée et plutôt bloc contre bloc aux éditions du Cerf. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Alors je ne sais pas si on a le micro. Bonjour Jérôme Sainte-Marie, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, oui, parfaitement. Parfaitement, super. Alors, Jérôme Sainte-Marie, je viens de citer vos ouvrages. Et donc, vous avez écrit et décrit dans vos deux ouvrages que je viens de citer, Bloc contre bloc et Bloc populaire, la polarisation de la France entre deux blocs, le bloc élitaire, le bloc populaire. Donc, en imaginant dans votre second livre comment finalement le bloc populaire pouvait l'emporter politiquement. Et aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous entendre aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la France est polarisée, mais plus qu'entre deux blocs, elle est polarisée entre trois blocs, avec notamment, on l'a vu, ça s'est cristallisé autour de l'affaire et de la mort de Thomas. On aurait ce bloc élitaire, que vous avez très bien décrit, ce bloc populaire. Alors, soit le bloc populaire est lui-même divisé en deux, avec une réconciliation impossible, soit même il y a un troisième bloc qu'on pourrait appeler diversitaire, comme l'illustre et comme l'ont illustré beaucoup de titres et de journaux et de reportages ces derniers temps. Mais je citais cet article du Figaro, que je vais déjà citer d'ailleurs, qui s'intitule « La prochaine fois on calmera ces voyous ». De Crépol à la Cité de la Monnaie, c'est de France que tout sépare. Voilà, nous sommes dans une France rurale, plutôt classe moyenne à basse, mais que tout sépare aujourd'hui et visiblement qu'ils ne pourront pas se réconcilier. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui. Comment vous voyez aujourd'hui la structuration de la France ? Alors, merci à Tocsin et à vous-même de me recevoir et de me donner l'occasion d'exposer un petit peu mon petit appareil théorique, on va dire. Oui. Des bouquins ou des articles ou des émissions où on décrit la fragmentation du paysage politique. Ou bien on dit, voilà, alors parfois, parfois les gens, maintenant tout le monde parle de blocs. Alors parfois on dit 2 blocs, 3 blocs, pourquoi pas 5 ou 6 tant qu'on y est. Et ça existe partout. Et on peut d'ailleurs, selon les sujets, voir une France, deux France, un archipel français éventuellement. Ça peut jouer à l'infini. Il suffit de trouver un thème sur lequel les gens s'opposent, puis après en rajouter un autre sur lequel ils ne s'opposent pas de la même manière, et un troisième, et on a l'impression que la France est une immense mosaïque. Rien n'est plus simple, et si j'ose dire, ça a toujours été fait, parce que c'est très facile. Ce que j'ai essayé de faire de mon côté, ce qui est complémentaire d'autres approches, c'est de reprendre la notion de bloc historique de Gramsci. Et sa notion de bloc historique, c'est pas simplement une classe sociale ou un vote, ou en tout cas une forme politique. C'est les deux à la fois. C'est ça l'originalité de ma notion de bloc et de bloc historique. C'est de dire, voilà, il y a une expression politique, il y a une idéologie et il y a une base sociale qui sont maintenant cohérents. Ça a pu être d'ailleurs sous d'autres formes la gauche et la droite. En réalité, à une époque, les notions de gauche et de droite avaient un contenu de classe, comme on dit, très important, qui s'est peu à peu perdu. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 blocs. Alors, il y a à mes yeux un bloc élitaire, puis un bloc populaire qui s'était constitué. Leur base électorale, c'est un vote plutôt bourgeois dans un cas et un vote populaire dans l'autre. Mais pour que ce soit un bloc, parce que sinon on ne dirait pas bloc populaire, on dirait vote populaire. Et voilà comment le vote populaire se divise, y compris d'ailleurs sous l'effet de l'immigration, se divise et se fragmente, évidemment. Et d'ailleurs, tout le vote populaire ne va pas au bloc populaire, c'est évident. Mais si c'est un bloc, c'est justement parce que ça va au-delà de cette expression sociologique, qui serait extrêmement pauvre, qui serait jamais que la lecture des ventilations d'un sondage. Et donc, c'est parce qu'il y a autour d'un noyau dur sociologique qui impose ses valeurs et ses intérêts, il y a l'agglomération de différentes catégories. Ça a été parfaitement réussi par Emmanuel Macron, qui rassemble à peu près le quart de la France, mais ça lui permet d'être au second tour et de l'emporter, avec l'élite
Emmanuel Todd appelle l'élite stato-financière, la vraie élite en réalité, enfin élite pas au sens moral du terme, Oui, oui, on a mais bien compris. certainement en termes de classe dominante, on ne fait pas mieux. Les cadres supérieurs, ça c'est très clair, du privé comme du public, sont fidèles à Emmanuel Macron depuis plus de 6 ans. Et puis enfin, une partie des retraités. Ça a une idéologie, ça s'appelle le progressisme, teinté évidemment d'européisme, et ça a une forme politique, c'est Macron et le macronisme. Et je crois que c'est une forme pérenne, ça se passe comme ça dans toute l'Europe. Voilà, bon après, le bloc populaire, c'est effectivement autour du Rassemblement national, puisque c'est le Rassemblement national dont le noyau dur électoral est vraiment le vote populaire, mais bien sûr, le RN ne pourra conquérir le pouvoir qu'en maintenant ce vote populaire, mais en le dépassant très largement. Et enfin, il y a la gauche, la NUPES, dont on va parler. Pour moi, c'est peut-être, si j'en reste à ma lecture socio-idéologique, si j'ose dire, cette notion de bloc historique, alors ça leur fera pas plaisir, mais pour moi, c'est le bloc petit bourgeois. C'est le bloc petit bourgeois, le noyau dur de la gauche aujourd'hui. Ce n'est pas l'islamo-gauchisme, ça c'est une des formes que ça prend. Ce n'est pas les musulmans, bien entendu, c'est la petite bourgeoisie diplômée des centres-villes, des métropoles, celles qui votent écologistes, France Insoumise, tout cela. Et c'est pas un hasard si la gauche a conquis la plupart des métropoles françaises aux élections municipales. Elle s'appuie sur d'autres forces, les petits fonctionnaires de province, mais aussi une bonne part du vote musulman. Mais encore une fois, c'est pas un fantasme, mais c'est une exagération et une facilité que de réduire la France insoumise électoralement à ce vote musulman qui n'est pas, d'un point de vue quantitatif, si important que cela. Oui, il n'est pas si important que ça parce que pour le moment, peut-être que ce sont parmi cette population musulmane, une population qui va peu voter, mais qui a plutôt tendance, et là on connaît la stratégie LFI, à être de plus en plus nombreuse, et donc ça peut être une stratégie Terra Nova de l'époque, une stratégie de viser sur cet électorat qui va aller voter. Aujourd'hui, la question que je vous pose finalement, c'est que vous l'avez bien réexpliqué, c'est bien de l'avoir rappelé, que vous avez votre bloc qui est d'abord une expression sociologique, une réalité sociologique, et dessus, donc, cette traduction électorale. Donc, où placez-vous, si je reprends le titre du Figaro, pour faire un cas pratique, de Crépol à la Cité de la Monnaie, c'est deux France que tout sépare. Où placez-vous la Cité de la Monnaie ? D'une part, ces deux France, tout ne les sépare pas, en réalité. Tout ne les sépare pas. Elles ont parfois des intérêts communs, notamment sur la défense des services publics, sur l'opposition à la réforme de retraite, ce genre de choses. Dans les cités, vous avez des gens vous avez des islamistes, sans doute, vous avez certainement même, vous avez des trafiquants, mais vous avez également énormément de gens qui travaillent et qui font tourner le pays. Et pour ceci, pour un salaire modeste. Ne l'oublions jamais. Et encore une fois, les premières victimes du laisser-faire de l'État dans ces zones-là, ce sont les familles, ce sont les travailleurs modestes, issus ou non de l'immigration d'ailleurs. Donc, encore une fois, ces deux France, tout ne les sépare pas. Il ne faut pas dire cela. Ça, c'est une tentative, vous savez, de ce discours-là. Et disons-le, ce discours du Figaro, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un discours, vous savez, de milieux sociaux, qui d'ailleurs généralement votent Macron au second tour, ne nous trompons pas, C'est vrai. et qui étaient très opposés aux Gilets jaunes, etc., et qui ne veulent jamais voir la question sociale, et qui aimeraient tellement que tout ne soit que culturel, comme cela, ils pourraient, sans faire la moindre concession sociale, eh bien, ils pourraient fidéliser autour d'eux le peuple laborieux des campagnes, de la ruralité ou d'ailleurs des villes, mais disons d'origine européenne, c'est ça l'idée en fait, qui, pour l'opposer aux catégories, comment dirais-je, travailleuses, mais issues de l'immigration. Au fond, donc pas de guerre de civilisation selon vous. Que la France insoumise, une bonne partie de la droite rêve de le faire aussi, c'est-à-dire de diviser les gens sur des bases ethnico-religieuses. Moi, je crois que c'est une impasse, sincèrement, et d'ailleurs, dans le Rassemblement national, que je ne représente pas et que je ne suis même pas adhérent d'ailleurs, mais c'est vrai que l'idéal. On va revenir quand même sur l'école des cadres du RN. L'idéal d'assimilation, avec ce que ça comporte d'ailleurs d'autorité,
de coercition. Eh bien, cet idéal d'assimilation, c'est aussi pour permettre d'éviter cette opposition. Encore une fois, je suis extrêmement frappé dans différents médias, dans les milieux qu'on appelle les milieux droitards, tout simplement, eh bien, par cette jouissance, comment dirais-je, malsaine, pour se dire, mais voilà, en fait, tout n'est que... Non, il n'y a jamais eu autant. Le vote des Français n'a jamais été autant corrélé à leurs conditions sociales qu'aujourd'hui. C'est pas hasard, c'est pas hasard, et de fait, il peut y avoir sur des sujets des convergences, tout simplement 66% des Français. Ce chiffre est d'ailleurs facile à retenir parce que, quelle que soit la question posée sur ce sujet-là, on arrive à peu près à ça. 66% des Français considèrent que l'immigration est une mauvaise chose pour le pays, pour l'économie, pour l'école, pour tout ce qu'on veut. C'est, voilà. La vraie question est de savoir pourquoi 66% des Français ne votent pas contre le pouvoir actuel, c'est-à-dire contre Emmanuel Macron, dont on peut considérer, dont tout le monde considère, tout le monde a bien compris, que ce n'était pas un opposant acharné à l'immigration. C'est le moins qu'on puisse dire, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc c'est ça. Et donc effectivement, il y a des divisions sociales qui viennent du haut comme du bas, qu'il faut savoir surmonter, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un bloc cohérent. Mais ce bloc cohérent, il ne peut pas se faire en ramenant tout uniquement aux dimensions sécuritaires et, comment dirais-je, morales, puisque là aussi, les gens, c'est toute la question d'ailleurs du pouvoir d'achat, dont on sait qu'elle est essentielle. Je rappelle d'ailleurs que le dernier succès de ce qu'on pourrait appeler le camp national, cette fois-ci c'était en Hollande, eh bien, le parti qui a été en tête des élections législatives en Hollande, est un parti qui, au départ, est vraiment très fondé sur l'immigration, qui a gardé ce discours-là, mais qui l'a matiné de considérations sociales. Oui. Alors, deux questions. D'abord, donc, on l'a déjà compris, mais je voudrais que vous nous l'exprimiez clairement. Vous réfutez donc cette thèse qu'on entend beaucoup en ce moment d'une forme de guerre de civilisation aujourd'hui en France? Oui, enfin, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que vous avez des gens qui cohabitent désormais sur le même territoire, qui n'appartiennent pas au même environnement culturel, civilisationnel, si les gens veulent. Mais enfin, bon, c'est... je sais bien qu'il y a un parti qui s'appelle Reconquête, on peut avoir comment dirais-je, un imaginaire de croisade, mais ce n'est pas nécessaire. Simplement, vous avez des gens qui n'appartiennent pas au même univers culturel. Et cet univers culturel est suffisamment fort pour les séparer, parce que c'est lié à la langue, c'est lié à la religion, etc. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin. Il y a eu une région d'Europe qui s'appelle l'Irlande du Nord, durant laquelle les gens se sont affrontés très durement durant des décennies, alors que la seule chose qui les séparait, c'était une différence religieuse au sein même du catholicisme. Ils parlaient la même langue, ils avaient les mêmes habitudes, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé en Irlande du Nord, évidemment. Moi, beaucoup fait réfléchir en me disant, mais pour des populations qui seraient tellement différentes, on voit bien que peu à peu, ce qui les différencie va prendre le pas sur ce qui les rapproche. En fait, vous voulez éloigner, on va dire, d'une certaine façon, le critère identitaire d'une forme d'opposition ou de rassemblement. En tout cas, c'est pas, selon vous, pour faire un bloc, ce qui compte, c'est la condition sociale. J'aimerais le définir, et le terme de civilisation me paraît très, très vaste. Et comment dirais-je, là, tout est ramené actuellement, les conflits en France comme à l'étranger sont ramenés à cette notion de civilisation, ce qui est particulièrement contestable, en fait, tout simplement. Il y a des problématiques différentes. Et donc, si c'est une problématique de civilisation, parce qu'il faut être très clair à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si ceux qui parlent de guerre de civilisation, généralement, ils considèrent, à tort ou à raison, ils considèrent qu'on ne peut pas, au fond, cohabiter, ni même, surtout, et qu'au fond, il y a des populations qui ne s'assimileront jamais. Mais pour assimiler, il faut un socle d'origine. Pour que cette personne soit assimilée, il faut bien qu'elle s'assimile à quelque chose. Si on parle d'enracinement, par exemple, il faut bien qu'elle s'enracine à un terreau. Et c'est là où peut-être la question de mettre ce bloc, on va dire, que vous rassemblez, le bloc populaire, réuni par une forme de condition sociale. Mais quel est le terreau de cette... on ne peut pas juste s'arrêter sur des critères sociologiques. Bien sûr que non. D'une part, le bloc, cette dimension sociologique, si vous voulez, c'est pas une volonté de ma part, c'est une réalité électorale écrasante. Écrasante. Ma réflexion, elle est partie tout simplement de la lecture des sondages, notamment les sondages post-électoraux, et de la lecture de la géographie électorale par bureau de vote. Donc, c'est pas
quelque chose que je suis en train de poser On a bien comme un compris. souhait. C'est un constat, c'est ainsi, vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Plus vous avez de l'argent, plus vous votez Macron. Moins vous avez d'argent, moins vous êtes diplômé, plus vous votez Marine Le Pen. Et les électorats qui prétendent y échapper, je pense à l'électorat Zemmour, sont des électorats particulièrement marqués sociologiquement. Donc, ce déterminisme social, il s'exerce parce qu'il y a des choix à faire et que ça divise les Français. C'est aussi bête que ça. Rappelez-vous qu'on est sorti quand même, on a vécu pendant des mois sur la question de la réforme des retraites. Je veux dire, c'est pas rien. Les Gilets jaunes, il y avait une dimension patriotique, mais il y avait aussi une dimension matérielle très forte. Et ce dont nous parlent les gens, c'est aussi de pouvoir d'achat, d'éducation, etc. C'est un ensemble. Et le sentiment de déclin du français. Au milieu de tout ça, il y a aussi, et parfois surtout, ça dépend des moments, ça dépend des endroits, il y a aussi l'immigration. Mais encore une fois, c'est un thème qui n'épuise pas les autres. Après, l'immigration est un drame, en réalité, pour une société. Ça a toujours été, partout, toujours, ça a été vécu comme une contrainte et comme une difficulté. Aucun peuple n'a jamais apprécié l'immigration, c'est ainsi. Parfois, c'est ressenti comme nécessaire, c'était le cas en France dans les années 70, mais ça n'a jamais été... les gens n'aiment pas ça, on comprend bien pourquoi. En tout cas, les peuples d'accueil, en quelque sorte. Donc, effectivement, c'est un drame parce que c'est un phénomène massif qui entraîne toute une série de difficultés pour la population, et notamment pour les catégories populaires. Et en plus, ça les divise. Ça les divise, c'est la fonction même, d'ailleurs, c'est une des fonctions de l'immigration, Georges Marchais en parlait, vous le savez bien, c'était bien sûr de diviser les catégories populaires. Imaginez-vous que Karl Marx en parlait au XIXe siècle au sujet de l'immigration irlandaise dans les villes industrielles comme Manchester, les villes industrielles de l'Angleterre. Donc, vous voyez, ça ne tient pas seulement au fait que c'est... Mais c'est très bien, vous citez, on a bien compris, vous citez Karl Marx, et ça va me permettre d'arriver à la deuxième partie de ce sujet, finalement. On voit bien, donc vous le décrivez, l'existence de fait de ce bloc populaire qui peut agréger, on l'a compris à travers vos mots, une population immigrée, donc qui n'est pas forcément face à face, comme on le dit aujourd'hui. Donc ça, on l'a compris. Mais au moment de la traduction électorale, certes, il peut y avoir un vote commun, mais au moment de je n'ai pas dit ça tout à fait, hein. Enfin, je vous répondrai. Vous allez me répondre, ouais. Au moment de dessiner un programme, par exemple, on ne peut pas dessiner un programme sur seulement une question de pouvoir d'achat. Donc, quelle est l'essence de ce bloc ? Alors, le but de ce bloc n'est pas le pouvoir d'achat, même si c'est un slogan de campagne, etc. C'est important le pouvoir d'achat. Tous ceux qui... je regarde, vous savez, les revues qui développent ce thème de la civilisation. C'est bourré de publicité financière. C'est même des magazines qui ne parlent que d'argent, enfin qui parlent à 50% d'argent. Comment le placer, comment... Vous pensez à quel magazine, là ? Il nous faut des noms. Donnez des noms. Comment échapper aux impôts, oui. comment, etc., et comment dépenser. Donc l'argent, tout le monde s'y intéresse, et à commencer par la bourgeoisie. Donc c'est quelque chose, c'est même sa fonction. Donc c'est pas original. Non, le problème n'est pas uniquement un problème de pouvoir d'achat, bien entendu, c'est un tout. Et c'est pas uniquement un problème d'immigration, mais c'est aussi un problème d'immigration. C'est est-ce que la société française, en tant que corps, a un avenir? Et c'est pour ça que le bloc populaire, tel que je le vois à travers le vote Rassemblement national et le Rassemblement national, a un projet qui est avant tout souverainiste. En réalité, et de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose que le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il s'intéressait beaucoup au social. Il a fait beaucoup de choses dans cette matière. Mais il s'intéressait au social, contrairement à la gauche, non pas pour le social en lui-même, parce qu'il considérait que c'était le meilleur moyen de défendre la nation, de défendre la cohésion nationale. Et qu'il fallait que, c'était son idée de participation, qu'il fallait que ce qui était à l'époque les ouvriers essentiellement, que la classe ouvrière soit associée à la réussite de l'économie française pour être encore davantage un but de sentiment patriotique. Donc c'est le nationalisme du général de Gaulle qui l'a mené à des considérations sociales. Et je ne crois pas que ce que proposent certains en disant on oublie le social, on oublie la situation concrète, les contingences matérielles de la population et on leur parle que de civilisation, je ne crois pas que ça puisse marcher. Et d'ailleurs, ça ne marche pas.
électoralement, soyons bien clairs. Parce que c'est un tout. Si vous voulez, les catégories populaires ont besoin de la nation. Et la nation a besoin des catégories populaires. Et le RN est-il vraiment nationaliste et souverainiste aujourd'hui? Attendez, juste un point. Je prends un exemple particulier. Moi, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po aujourd'hui, c'était moins vrai il y a 30 ans, mais moi, Sciences Po aujourd'hui, c'est des enfants auxquels on apprend, enfin des jeunes à qui on apprend à ne pas se préoccuper de la nation. Parce que d'une certaine manière, au stade où nous sommes arrivés, une partie de la bourgeoisie n'a plus besoin de la nation. Les catégories populaires, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et donc, pour construire un projet, si vous voulez, de sursaut national dont le pays a visiblement besoin, l'effondrement est assez général. On l'a vu encore hier avec le classement PISA. Mais c'est tout est comme cela, la sécurité, l'éducation, le rayonnement de la France à l'étranger, etc. C'est un sentiment d'effondrement. Il faut avoir des élites qui croient à la nation, ce qui n'est pas le cas des élites actuelles parce qu'elles sont liées à des intérêts de gens qui n'y croient pas vraiment, et il faut avoir l'appui des catégories sociales qui ont un besoin vital de la nation. Ça, c'est le cas. C'est le cas des catégories populaires, mais essentiellement, il faut bien le dire, des catégories populaires qui sont comme disait François Hollande, de souche, puisque François Hollande a utilisé l'expression, on peut l'utiliser à un autre tour, de souche. Une bonne partie des gens issus de l'immigration ne sont pas attachés à un projet parce que leurs références sont ailleurs, et qu'en plus, les immigrés, on n'y pense pas assez souvent, eux sont dans une trajectoire d'ascension sociale très rapide. Ça, Christophe Guilly l'a bien montré. Eh bien, vous avez des gens qui sont en pleine ascension sociale, même si leurs conditions sont modestes, mais par rapport à ce qu'ils ont quitté, à ce qu'ils ont connu, en 2-3 générations, l'ascension est prodigieuse. Et donc, ils voient la mondialisation à tout point de vue d'un œil favorable. La population française de souche, y compris celle qui vient à la ruralité, elle, c'est différent. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez aussi une opposition entre le monde des cités et le monde de la ruralité. Vous avez aussi des itinéraires et donc un rapport à l'avenir qui est très différent. Du coup, j'ai oublié votre question. Donc la question, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'arriver ensuite sur le campus Emera. Non, vous parliez finalement du nationalisme, de fait de se rassembler derrière une forme de souverainisme. Mais je vous pose cette question, puisque vous travaillez donc pour cette école des cadres du Rassemblement national. Le Rassemblement national, selon vous, aujourd'hui, ce Rassemblement national-là, est-il réellement souverainiste ? Je pense que le Rassemblement national est aussi souverainiste que l'état de l'opinion publique lui permet de l'être. Il s'adapte à l'opinion publique. Oui. Donc, vous êtes obligé de tenir compte des réalités perçues de l'opinion dans un combat démocratique. Si vous visez 3 ou 4%, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous dites ce qui vous passe par la tête, ou précisément ce qui vous tient à cœur, plus précisément. Soyons objectifs. Moi aussi, j'ai eu aussi du militantisme dans des groupes, comment dirais-je, très, très limités. Souverainistes. Ayant peu d'espérance électorale, on a une pureté idéologique qui nous fait bien plaisir. C'est d'ailleurs comme ça que ces groupes qui n'accèdent à rien peuvent tenir. On se fait plaisir. Mais c'est satisfaisant, et puis ça permet de réfléchir, pourquoi pas. Là, vous êtes obligé, sur la question de l'euro... Ça permet d'avoir un idéal aussi. Oui. Non, mais l'idéal souverainiste, je crois qu'il est difficile quand même de l'enlever au Rassemblement national. Comme d'ailleurs, d'une autre façon, aux hémoristes ou à d'autres. Vous avez des gens quand même qui croient à la nation et des gens qui n'y croient pas. La France insoumise ne croit pas en nation, et la République en marche, Renaissance si on préfère, ne croit pas en la nation. Jordan Bardella avait une belle expression, je crois qu'il avait dit Macron est un Mélenchon patient. Ou alors Mélenchon est un Macron pressé, je ne sais plus. Enfin bref, mais c'était bien la même idée, c'est-à-dire qu'effectivement les deux ils ne croient pas en la nation, ils pensent qu'on est une collection d'individus face au marché, c'est l'égalité des chances qui doit être cherchée, et tout ça arrosé de dépenses publiques, et on est des monades en quelque sorte, isolés face au capital. Bon, des gens comme Jean-Claude Michéa, excusez-moi de citer les auteurs, mais comme ça vous voyez à peu près mon univers mental, eh bien des gens comme Jean-Claude Michéa le décrivent très bien. C'est un idéal qui, à gauche, n'est plus du tout socialiste, c'est un idéal individualiste, libéral. Disons que les mélenchonistes, c'est des macronistes qui n'ont pas d'argent. Mais si on revient sur le Rassemblement national et sans souverainisme... Le Rassemblement national, vous avez bien sûr, il appartient à un ensemble, à une mouvance, il n'est pas le seul d'ailleurs, qui croit en l'avenir de la France. C'est aussi bête que ça, et qui pense que la France est quelque chose qui ne se réduit pas à la somme des Français.
et qui donc a cet idéal souverainiste. Mais De fait, comment fait-on aujourd'hui pour être souverainiste et défendre les intérêts de la France quand on est pris et tenu serré par une Europe, par exemple? On a vu l'effet Mélanie, puis on en verra d'autres, qui font beaucoup de promesses avant d'être élus, et puis une fois élus, il n'y a plus rien parce qu'il faut aller prêter allégeance à Bruxelles. alors, pour parler de manière un peu prétentieuse, c'est ce qu'on appelle une aporie, c'est-à-dire que vous êtes, ou une fourchette aux échecs, vous êtes coincé entre deux problèmes. De fait, si vous arrivez, comment dirais-je, vous devez composer avec le réel en politique, c'est aussi bête que Ouais. cela. Et, vous avez une opinion publique, notamment chez les retraités, qui est très attachée à l'euro et qui est persuadée, qu'on a persuadé que l'euro était un bouclier, que l'euro était, que si on était arrimé à l'Allemagne, eh bien, ça protégeait l'avenir de nos finances et notamment de notre système de retraite. Vous avez 30% de retraités dans le corps électoral. Hein. Mm. Eux, ils sont radicalement attachés à l'euro parce qu'ils pensent que c'est une garantie. Personnellement, je pense qu'effectivement, l'arrivée de l'euro, à titre personnel, et je pense que je ne suis pas le seul au sein du Rassemblement national, enfin, même si on ne fait pas partie formellement, c'est bien sûr le fait que tout le monde a voté non, si vous voulez, en 2005, et pour les plus anciens comme moi, en 1992. Et si on juge l'arbre à ses fruits, l'Europe a apporté des désastres en matière d'industrialisation, d'immigration, Ouais. tout ce que vous voulez. Ceci étant posé, nous y sommes. Et il y a des contraintes. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on rajoute l'insécurité financière à toutes les insécurités qu'ils vivent. Et de toute façon, si vous voulez changer les choses par rapport à l'Europe, je ne dis pas changer l'Europe parce que j'y crois qu'à moitié, mais si vous voulez changer les choses, il faut avoir des positions politiques fortes. La France reste encore un pays puissant et un Rassemblement national qui serait au pouvoir en France pourrait modifier bien des choses au fonctionnement de l'Europe, en tout cas plus modestement à notre place par rapport à l'Europe. Il y aurait un rapport de force qui serait posé, qui permettrait de dégager autant de marge, autant de liberté que possible. Mais ça ne peut être fait qu'en étant au pouvoir. Mm. Si vous êtes sur un discours maximaliste, d'une part, je ne suis pas sûr qu'au pouvoir on pourrait le tenir, je ne le crois pas d'ailleurs, et dans l'état actuel de la France, et que par ailleurs, ça vous empêche d'y accéder, tout simplement. Les gens ne veulent pas ça, c'est comme ça, et c'est pas alors. Il y a parfois des positions que vous savez que vous pouvez changer. Et puis, des positions qui sont installées, confirmées, année après année. On a bien vu ce qui s'est passé en 2017. En 2017, à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a fait une bonne campagne. Elle a perdu des points tout au long de la campagne avant le premier tour. On parle souvent du débat du second tour, mais pour 2017. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle baisse constamment durant la campagne de premier tour. Ce n'est pas le cas en 2022 d'ailleurs. C'est pas du tout ce qui se passe. Parce qu'en 2017, elle fait une campagne très marquée contre Sur l'euro, l'Europe, ouais. L'euro. Mm. qui se heurte à ce que veulent les Français. Je veux dire, on est en démocratie, il faut tenir compte de ce que veulent les Français. Un projet souverainiste aujourd'hui doit composer avec l'appartenance à l'Union européenne et pour l'instant l'appartenance à l'euro, dont les Français veulent et qui est notre environnement réel. Mm. C'est pas ce que j'aurais Ce qu'on souhaité, appelle c'est pas du compromis électoral, finalement. Non, non, c'est pas ça, parce que compromis électoral, on est très très loin de la compromis, on est très proche de la compromission Mm. dans votre ton. Ça signifie Non. simplement le réalisme. Oui. Oui, Le oui. réalisme, Oui. c'est-à-dire même le réalisme politique. Oui, oui. C'est quoi le but du jeu à la fin des fins? C'est de redresser le pays. Redresser le pays, faire arrêter un certain nombre de mots. Si vous êtes sur des positions que vous savez totalement incompatibles avec ce que pensent les Français, et ce qu'ils pensent, pas comme ça, pas aujourd'hui, pas depuis 3 mois, depuis maintenant 15 ans, eh bien, vous faites un magnifique. C'est la garantie que vous aurez Édouard Philippe Mm. ou Gabriel Attal ou un autre au pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut à la fin des fins? Mm. Ça me fait un peu Je dis pas penser que c'est au film. Je ne vous oblige pas à répondre, mais ça me fait un peu penser au dernier film de Dupontel, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y a un candidat qui se présente, qui a un discours et un programme très lisse, et en fait, derrière, une fois qu'il est élu, il arrive avec des membres du gouvernement un peu moins attendus. Et d'ailleurs, ceux qui s'en rendent compte tentent de le tuer. Bref. Mais ça, j'invite tous nos auditeurs à aller voir ce film, il est absolument excellent, même s'il était très décrié par la critique, mais en général, d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Jérôme Sainte-Marie, dernière question. Non, mais présentez-nous un petit peu, justement, cette école des cadres du Rassemblement national et le campus Emera. Alors, c'est un jour particulier, puisque pour la première fois depuis que le site a été lancé, nous avons
24 heures de transition entre deux hébergeurs et donc le site n'est pas consultable aujourd'hui. Oui, ça Donc tombe ne mal. vous précipitez pas, attendez demain. Il y a 2 volets, je vous remercie de l'occasion d'en parler. Jordan Bardella et Marine Le Pen, après les élections législatives, ont décidé de créer une école théorique. Une formation des cadres pour faire les campagnes, etc., ça existait déjà, ça marche très bien, mais là, c'est une école théorique. Alors, c'est possible pour 2 raisons. D'une part, parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella croient en la forme parti et considèrent qu'il faut un parti de masse, c'est-à-dire un parti de militants, pour contrecarrer justement l'hostilité durable de pas mal de médias, voilà, c'est ce qu'on a vu entre les 2 tours de l'élection 2022. C'est le bloc élitaire, si j'ose dire, se défend bien et a des moyens importants à sa disposition. Le Rassemblement national, lui, doit partir davantage de la base et avoir des militants. Et on espère par ailleurs, bien entendu, que peu à peu, c'est ce qui est en train de se produire, je ne l'ai pas souligné, mais je vous le rappelle quand même, ce vote populaire est de plus en plus complété par le vote des classes moyennes. C'est l'affaire de Crépol, c'est l'affaire de pas mal de choses. Les problèmes des classes populaires sont en train de devenir les problèmes de toute la France et les problèmes notamment des classes moyennes. Ce qui était dans les cités et dans la ruralité, ce qui touchait les classes populaires, touche les classes moyennes. Tout à fait. Et rares sont les catégories qui arrivent à y échapper à peu près totalement. Bref, l'idée, c'est d'avoir une école théorique, 2 volets essentiels. D'une part, un site, campusemera.fr, auquel je vous incite à aller demain. Et sur lequel vous avez des cours qui sont accessibles uniquement aux militants, aux adhérents. Pas mal de cours sur différents sujets. Ça va de l'histoire électorale du Rassemblement national, mais aussi l'histoire de l'extrême gauche trotskiste, ou bien les problèmes de l'eau, les problèmes, la finance, tout cela. Donc c'est assez diversifié. Des cours en ligne européennes, des cours en ligne, des vidéos. Vous avez également, ça c'est accessible à tout le monde, y compris aux non-adhérents, des interviews de personnalités. On a eu comme ça des gens comme Maffezoli, comme Tatiana Ventose, des gens parfois un peu inattendus, Bohème Sansal récemment, tout cela qui sont venus accepter de répondre à mes questions. Et vous avez également, je m'occupe de faire des podcasts sur différents thèmes, notamment sur différents thèmes culturels et plus précisément sur différents auteurs qui me paraissent utiles pour l'honnête homme militant du Rassemblement national, et je m'inspire de bouquins qui sont derrière moi aujourd'hui, vous le voyez. Donc des gens comme Thomas Franck, comme Michéa, comme tout cela. Ça me paraît important d'avoir la bibliothèque commentée, si vous voulez, du militant nationaliste, ou national plus précisément. Enfin, vous avez une école théorique qui, elle, en présentiel, qui forme des promotions de cadres du Rassemblement national. Le premier cycle s'est achevé le 2 décembre, donc il y a quelques jours. La date, c'est une coïncidence, c'est bien ce 2 décembre, il y a la première promotion de Campus Emera, la promotion Richelieu, qui a suivi un cycle de séminaires sur la nation. Il y aura bientôt un cycle de séminaires sur le conflit politique, les grands penseurs du conflit politique. Donc là, ça se veut résolument théorique donc c'est destiné à équiper idéologiquement et culturellement les cadres du Rassemblement national. C'était quelque chose qui autrefois était un dû de la part des grands partis de masse. On pense au Parti communiste, et bien sûr, il y a quelques décennies, la célèbre école des cadres du parti, mais en fait, c'était fait par tout le monde, y compris les gaullistes faisaient ça, les chrétiens démocrates faisaient ça, les socialistes faisaient ça. Les royalistes. Aujourd'hui, plus personne ne le fait presque, et je crois que c'est une des rétributions symboliques du militantisme. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de m'en occuper. Eh bien, très bien, c'est bien noté. Donc, je rappelle le site qui n'est pas, auquel on ne peut pas accéder aujourd'hui, mais rappelez-nous le titre, le nom du site. Alors, c'est Campus Emera. Emera, c'est la déesse de la lumière, en toute modestie. campusemera.fr. Voilà. Eh bien, en tout cas, nous n'avons pas eu la déesse de la lumière, mais bon, on a eu Jérôme Sainte-Marie et votre éclairage sur ces questions-là. Merci beaucoup. Je rappelle aussi les titres de vos ouvrages cités: Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, et Bloc contre Bloc aux éditions du Cerf. Merci encore, et merci à vous tous, chers amis de Tocsin. Continuez de nous relayer, de nous pousser, de mettre vos pouces pour faire monter ces références. Justement, on l'a dit, on a toujours des débats ici, des informations qu'on n'entend pas ailleurs, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre force, en fait, de votre relais pour faire parler de nous ailleurs. Surtout, continuez aussi de vous abonner à la Gazette du Tocsin et de nous soutenir par des dons. Vous pouvez nous faire des dons, vous le savez, sur notre site, et on a besoin toujours de vous pour continuer à perdurer jour après jour. Allez, je vous donne rendez-vous demain à 7h30.